Est-ce que maintenant vous m'entendez? Parce que je viens de brancher, j'ai reçu hier. Ok, c'est ça, ben là. Donc, en principe, là, ça devrait fonctionner. Donc, ok, parfait. Donc, oui, ça devrait fonctionner maintenant. J'ai reçu un micro hier. Je pense que. Merci. Donc, en principe, on va voir si vous m'entendez. Je vais attendre un petit quelques secondes. Parce que j'ai reçu un nouveau micro. Génial. Donc, merci tout le monde. Donc voilà, alors j'ai reçu un nouveau micro hier. Je vais vous le montrer. Ouh. Alors, oui. Puis, dans le fond, je l'avais débranché parce que mon ordinateur buguait énormément. En ce moment, je ne sais pas si vous me voyez comme il faut. Moi, l'image que je vois sur mon YouTube, c'est comme s'il n'y avait pas, comme si j'y avais aucune image. Alors, j'espère que vous me voyez. Si jamais vous me voyez pas, mes collègues enseignantes vont me l'écrire, donc il n'y aura pas de problème. Ok, donc comme vous savez, aujourd'hui, on va commencer avec du français, on fait de la lecture. Et de la lecture, on va découvrir les idées principales des textes, mais particulièrement des paragraphes. Donc, commençons tout de suite. Allons-y tout de suite vers les nouvelles aventures du français. Wouh! Alors, je vais d'abord vous afficher les informations. C'est vraiment par étapes aujourd'hui. Fait qu'on va voir vraiment là comment on va se débrouiller une étape à la fois. Puis je suis certain que ça va bien se passer. Alright, parfait. Maintenant, je vais juste afficher le tableau noir. Vous êtes habitués, vous savez comment ça fonctionne. Génial. Maintenant, je vais juste le descendre un peu parce que vous ne voyez pas. Yay! Alors, l'idée principale d'un paragraphe. Donc, il faut savoir que lorsqu'on lit un paragraphe, peu importe un paragraphe, que ce soit le paragraphe d'un très long texte ou d'un court texte, il y a 3 éléments auxquels il faut toujours porter attention. Le premier, ah oui, en passant, avant que j'oublie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, les élèves de Madame Valérie, vous lui écrirez à la fin du cours pour donner votre présence. Donc, les élèves de Madame Valérie, vous n'oublierez pas de le faire à la fin. Mes élèves, vous savez très bien ce qu'il fallait faire de toute façon. Et les autres élèves, je présume que ça avait été également déjà donné. Super! Donc, on y va avec les idées principales. L'idée principale du paragraphe, il y a 3 éléments qu'il faut tenir compte. Donc, il faut tenir compte. Le premier, c'est que on doit se dire, OK, c'est quoi le sujet du texte? Donc là, ici, quand on parle du sujet du texte, il s'agit de ce dont on parle dans le texte, le thème. Donc, de qui ou de quoi on parle. Après, c'est quoi l'intention de l'auteur? Donc, c'est ce que l'auteur veut nous dire à propos de ce sujet. Pourquoi il nous a écrit un texte à propos de ce sujet-là? Et finalement, l'idée principale, donc on se demande ce qu'il nous dit de plus important dans ce paragraphe-là. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que souvent, lorsqu'on lit un texte et qu'on vous demande de trouver des informations importantes ou de pouvoir répondre à des questions, on a tendance à réaliser qu'on va trouver certains sujets, on va trouver l'intention, mais des fois, l'idée principale, elle passe sous silence. Donc, c'est pour ça qu'on travaille ça aujourd'hui. Pour le travailler, je vais vous donner donc un exemple concret d'un texte avec d'un paragraphe, pardonnez-moi. Et donc, voilà ici. Là, évidemment, l'un est par-dessus l'autre. Je vais donc remonter, voilà. OK. Alors, voici un court paragraphe, OK, dans lequel il y a quelques phrases et je vais vous le lire une première fois. Par la suite, je veux que vous vous posiez comme question, OK, c'est quoi le sujet du texte? C'est quoi l'intention de l'auteur? Et c'est quoi l'idée principale de ce paragraphe-là? OK? Donc, on va voir justement, excusez-moi, je reçois des notifications de mes élèves qui me disent qu'ils sont présents. Il fallait le faire avant le cours, hein, mes chers? On continue. Donc, je vais vous lire. Évidemment, c'était par Classcraft qu'il fallait le faire Ah oui, donc, OK, excusez-moi, je viens de lire. Tous les élèves de Jules Verne, vous devez l'écrire à la fin, à votre enseignante, à la fin du cours. Les élèves de Monsieur François, vous savez très bien que c'était au début et à la fin du cours. Vous devez me l'écrire sur Classcraft. Telle est la consigne que j'ai envoyée comme courriel samedi dernier. Merci beaucoup. Donc, on continue avec le paragraphe que je vais vous lire une première fois. Par la suite, je veux que vous réfléchissiez au sujet du texte, à l'intention de l'auteur et à l'idée principale. Selon les médecins, Vincent Champagne est considéré comme un géant. Âgé de 24 ans,
Le gentil jeune homme mesure 2 et 16 centièmes de mètre, 7 pieds et 1 pouce, et il chose des 18. De ses 6 frères et sœurs, il n'y en a qu'un seul qui se retrouve sous les 1,83 m, donc 6 pieds. Il doit sa taille à une augmentation de la production d'hormones de croissance appelée une acromégalie. Ça, c'est le nom de sa condition. Il a d'ailleurs été opéré pour arrêter sa croissance, parce que sinon... Donc, on a lu ce paragraphe-là une première fois. Je vais vous demander de le lire vous-même à la maison une deuxième fois et de chercher quel est le sujet du texte, quelle est l'intention de l'auteur et l'idée principale de ce paragraphe-là. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir y répondre. Alors, je présume que vous avez eu le temps de lire une deuxième fois le paragraphe, ainsi que de répondre à ces 3 questions-là. Je vais donc commencer à vous les dire. Vous pouvez également écrire les réponses de... Pardon, je m'excuse parce que ici j'ai reçu un message de présence. Merci. Alors, oui, on va y aller avec les réponses. Là, je vais essayer de remonter ceci, de montrer cela, et on va le faire ensemble. Alors, le sujet. On comprend que, là, en ce moment, il y a beaucoup d'éléments. Donc, je vais juste ici montrer ça comme ça. Ce sera plus efficace, je pense, ainsi. Voilà, et là, je vois que ma caméra, je vais la cacher. Yay, hello! OK, donc, voilà. Alors, je remarque que, justement, le sujet... c'est Vincent Champagne. Donc, le paragraphe ici parlait de Vincent Champagne. Ça, c'est le sujet principal. Ça, c'est le sujet. OK? Évidemment, vous ne m'écrivez... OK, là, je m'excuse. On ne m'écrit pas sur Classcraft pour répondre aux questions. On ne m'écrivait sur Classcraft pour me dire, donner sa présence. Merci. Donc, le sujet, c'est Vincent Champagne. L'intention de l'auteur de ce paragraphe-là, c'est de nous informer que Vincent était considéré comme un géant. Et finalement, l'idée principale, on voit que c'est, selon les médecins, Vincent Champagne est considéré comme un géant. Oh! Donc, l'idée principale, c'est une phrase qui se retrouve dans le texte. Alors, ça ici, déjà, probablement que ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de ça, que vous êtes au courant que, justement, il y a des phrases qui se retrouvent qui sont les sujets principaux. Donc, ici, j'aimerais ça voir dans les commentaires ici qui n'avaient pas la bonne réponse. Donc, les gens j'aimerais ça que vous m'écriviez, ceux qui sont en lisant le paragraphe, n'ont pas été capables de trouver que l'idée principale, donc ce qu'on voulait vraiment, là, le plus important à retenir de ce paragraphe-là, c'était qu'il était considéré comme un géant. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer pourquoi c'est ça l'idée principale. Il faut savoir que ici, la première phrase, et c'est souvent ça en passant là, dans les paragraphes, souvent, la première phrase, c'est l'idée principale. Pourquoi?
Parce que toutes les phrases qui sont après vont finalement donner une explication supplémentaire sur la première phrase. Ici, on remarque que, comme on disait, selon les médecins, Vincent Champagne est considéré comme un géant. Okay? Eh bien, ici, on remarque que toutes les autres phrases qui suivent, ce sont des phrases qui, je vais le mettre par exemple en vert, on remarque que toutes les autres phrases, en turquoise, je m'excuse, toutes les autres phrases expliquent pourquoi on dit qu'il était considéré comme un géant. Donc, ça ici, c'est un exemple concret avec ce paragraphe-là. Maintenant, on va y aller avec une explication supplémentaire pour aller plus loin. Parce que oui, ça c'était juste un premier exercice par rapport à ce que vous connaissez. La première stratégie que j'ai montrée, elle s'appelle « Identifier l'idée principale explicite ». La prochaine que je vais te présenter, elle s'appelle « Formuler l'idée principale implicite ». Alors, on remarque que dans la première stratégie, okay, on parle d'identifier l'idée principale qui est explicite, et que dans la deuxième stratégie, celle que je vais maintenant te montrer, on parle de formuler l'idée principale implicite. Selon toi, quelle est la différence entre ces deux stratégies avant même que je te le montre, là? Ici, on remarque donc identifier, formuler, explicite, implicite. Peut-être qu'il y a des mots que tu connais, peut-être qu'il y a des mots que tu ne connais pas. Alors, essaie vraiment de voir pourquoi est-ce que ces deux stratégies-là ont des phrases, ce sont des titres qui se ressemblent, mais qu'il y a des petites différences au niveau du titre. Pardonnez-moi. Je rappelle que les commentaires ne servent qu'à répondre aux questions de ma part ou à poser des questions aux enseignantes qui sont justement. Donc, il y a des gens qui sont ici pour la première fois, j'ai l'impression, et qui n'ont pas lu le message quand j'avais écrit que la section commentaires ne servait qu'à poser des questions aux enseignantes présentes ou à répondre à une question posée par M. François. Alors, j'attends encore voir s'il y a des réponses, des gens qui expliquent pourquoi, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y a comme différence entre identifier ou formuler. J'ai reçu encore personne, alors je vais y aller tout de suite. La différence, c'est que justement, je vais vous la montrer. Alors oui, dans le premier cas, l'idée principale, elle est explicite parce qu'elle est écrite dans le texte. C'est une phrase qu'il faut repérer. Donc c'est une phrase qui est là puis qu'il faut la retrouver. Ce n'est pas le cas de tous les paragraphes. Parfois, l'idée principale, elle n'est pas écrite et elle n'est pas dans la première phrase. Il faut alors la formuler soi-même. Elle se nomme donc l'idée principale implicite. L'exemple que je donne toujours, souvent pour expliquer c'est quoi la différence entre le côté implicite ou explicite, je vais donner l'exemple suivant. Si je te dis mon chat s'appelle Gontran, il a 3 ans. Et qu'après je te pose comme question, quel est le nom de mon chat? Tu vas pouvoir me dire, ben là, je sais que le nom du chat est Gontran, c'est écrit dans le texte. Ça, c'est explicite, parce que c'est vraiment explicitement écrit. Si toutefois, je te disais, OK, tous les enfants sont assis autour du sapin et ils ouvrent leurs cadeaux. Et que je te posais comme question, quelle est la saison? La plupart des gens vont me dire, ben là, ça doit être l'hiver. Pourtant, je n'ai jamais parlé du mot hiver dans mes phrases. En fait, c'est parce que tu as fait ici une inférence. Ça veut dire que tu t'es dit, OK, bon, avec les informations qui sont là, je me suis fait une idée. On me parle d'un sapin, on me parle de cadeaux autour, donc probablement qu'on parle de Noël. Et donc, Noël, ça se passe durant quelle saison? L'hiver. Donc, ce serait quelque chose qui est implicite. C'est la même chose pour les idées principales. Des fois, elles sont vraiment écrites, la première phrase du paragraphe très souvent. Ou, des fois, c'est quand tu lis le paragraphe au complet, tu fais comme, OK, ben, je réalise que tout ça au complet, ça parle d'un sujet. C'est vraiment une idée principale en soi. Donc, on va donner un exemple justement pour que vous puissiez suivre et essayer. Alors, ici, le tigre de l'amour, aussi appelé le tigre de Sibérie. Alors, chez cette espèce de tigre, la femelle donne naissance à seulement 2 petits à la fois. Malheureusement, plusieurs tigreaux sont victimes d'agressions des ours bruns et des tigres de Sibérie. Autre fait inquiétant, un tigre de Sibérie ne vit pas plus de 15 ans en nature et ce, s'il est chanceux.
La destruction massive de son habitat et le braconnage contribuent également à menacer sa survie. Donc, là ici, à ce paragraphe-là, je vais vous laisser du temps pour le relire. Et là, je veux que tu te poses les 3 questions là, qu'on avait au début. Là. Je vais essayer de les faire apparaître. Alors, je vais ici. Les 3 questions, c'est quoi le sujet du texte? C'est quoi l'intention de l'auteur? Et là, grâce à ça, tu vas pouvoir trouver c'est quoi l'idée principale. OK? Alors, ici, je m'excuse, c'est un peu difficile de montrer les deux. Hein? Voilà. Donc, en principe, vous voyez tout. Je vais cacher ma caméra. Et voilà. Donc, relis une deuxième fois. Et cette fois-ci, essaie de trouver c'est quoi le sujet, c'est quoi l'intention de l'auteur et c'est quoi l'idée principale. Donc, en faisant ça, tu vas pouvoir justement plus facilement trouver c'est quoi. Je vais jouer un peu de piano. Alors, voyons voir, où est-ce qu'on est rendu. Donc, on a lu. Je vais relire avec vous une autre fois le texte et on va essayer de répondre ensemble aux questions. Donc, ici, on essaie de voir, là je vois qu'il y a plusieurs gens qui ont dit que le sujet c'était le tigre de Sibérie. Alors ici, là on va voir un peu ce qui se passe. Effectivement, vous écrivez votre réponse sur votre feuille, comme le dit Mme Catherine. Et par la suite, je vais donner les réponses, puis vous allez pouvoir voir si vous avez compris ou non. Si vous avez des questions, c'est là, après que je donne les réponses, vous allez pouvoir poser des questions aux enseignantes qui sont justement dans les commentaires. Alors, voyons voir. Le tigre de l'amour, aussi appelé le tigre de Sibérie. Chez cette espèce de tigre, la femelle donne naissance à seulement 2 petits à la fois. Malheureusement, plusieurs tigros sont victimes d'agressions des ours bruns et des tigres de Sibérie. Autre fait inquiétant, un tigre de Sibérie ne vit pas plus de 15 ans, en nature et ceci les chanceux. La destruction massive de son habitat et le braconnage contribuent également à menacer sa survie. Alors, ici je vais enlever ce qu'on voit ici, enlever le texte et on y va. Alors, dans ce paragraphe ici, l'idée principale est implicite. Okay? Donc, l'auteur ne l'exprime pas directement par une phrase ou à l'aide d'un titre. Elle doit donc être formulée par le lecteur, nous, pour décrire ce qui est essentiel à retenir dans ce passage. Okay? Donc, là, en ce moment, là, je pense que c'était clair qu'on allait travailler une idée implicite cette fois-ci avec le tigre de Sibérie, aussi appelé le tigre de l'amour. À voir si on aurait fait ça à la Saint-Valentin, mais bon. Hein. On y va. On y va et on se pose d'abord la question. Quel est le sujet du paragraphe? Le tigre de l'amour. Donc ça, on se comprend que le sujet du paragraphe, c'est le tigre de l'amour. C'est quoi l'intention de l'auteur? C'est de nous parler... Oh, pardon, je vais le baisser un peu. Voilà. Alors, c'est le tigre de l'amour. Quelle est l'intention de l'auteur? Nous parler des faits qui menacent la survie de cette espèce. Alors, justement, là, l'auteur a décidé d'écrire ça pour qu'on puisse en apprendre davantage sur quoi? Sur ce qui menace la survie de l'espèce qui est le tigre de l'amour. Et donc, c'est quoi l'idée la plus importante traitée dans le paragraphe? Qu'est-ce que l'auteur nous a dit le plus important par rapport à la survie de l'espèce?
Ben, c'est qu'il y a plusieurs dangers. Alors, l'idée principale, c'est qu'il y a plusieurs dangers. Les naissances peu nombreuses, les agressions, la courte durée de vie et le braconnage qui menace l'espèce, pardonnez-moi. Donc, ici, là, on a fait un résumé en une seule phrase de quelle est l'idée principale pour des droits d'auteur. L'idée principale d'un paragraphe, elle peut être explicite ou implicite. Explicite, ça veut dire qu'elle est écrite dans le texte, qu'elle est donnée dans le texte. C'est souvent la première phrase. Je le répète, c'est souvent la première phrase du paragraphe. Mais l'idée principale, elle peut également être implicite. Et dans ce cas-ci, c'est que le lecteur, il doit la formuler parce qu'elle n'est pas écrite. Donc, c'est le lecteur lui-même, ou moi dans ce cas-ci, qui doit justement la formuler et l'écrire et la trouver. Pour trouver ou formuler une idée principale, il faut distinguer 3 éléments. Le sujet du paragraphe, donc de qui ou de quoi parle-t-on dans ce paragraphe. On doit également penser à l'intention de l'auteur, donc ce que l'auteur veut nous dire à propos du sujet. Et finalement, on peut trouver l'idée principale. Donc, c'est ce qui est le plus important à retenir par rapport à ce sujet. Ici, je ne sais pas si on va bien le voir. Ici, dans cet exemple-là, ici, là, faut savoir que l'idée principale, imaginez comme une branche d'arbre, ok, dans lequel il y a donc l'idée principale et que toutes les phrases qui suivent dans le paragraphe, sont toutes reliées à cette idée principale-là. Okay, donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir lorsqu'on pense à l'idée principale qui est justement ça, là, qui est explicite ou implicite. Donc, l'idée principale, elle est la phrase la plus importante ou l'idée la plus importante et toutes les phrases du paragraphe vont être reliées à celle-ci. Maintenant, ça c'était pour la notion à apprendre aujourd'hui pour votre devoir. Votre devoir, donc c'est peut-être que votre enseignant l'a déjà envoyé. Moi, je vais l'envoyer à la fin du cours, comme je vous l'ai dit. C'est le travail, le texte, et là, j'ai un blanc total qui est dans la trousse du ministère de cette semaine. Je l'ai fermé, alors je n'ai plus le titre devant moi, mais c'est les monstres... Ah, j'ai un blanc. Alors, le devoir de cette semaine en lecture, c'est vraiment... le monstre, la lecture de monstre qui est dans la trousse envoyée par le ministère et la commission scolaire. Parfait! Alors ça, c'était pour le français. Alors, de toute façon, à la fin du cours, vous allez pouvoir réécouter le tout si jamais j'ai été trop vite pour vous, si jamais vous n'avez pas le temps de prendre des notes ou ce que vous vouliez, pas de problème, tout est enregistré, donc vous allez pouvoir le réécrire par la suite, le réécouter, pardonnez-moi, par la suite. Pour ce qui est maintenant de maths, aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de particulier. Ah oui, voilà, donc c'est les petits paragraphes sur les créatures. Merci à Mme Catherine, les créatures fantastiques et Mme Valérie. Donc c'est ça le devoir d'aujourd'hui pour en lecture. Bref, on continue en mathématiques. Aujourd'hui en mathématiques, nous avons un clip vidéo fait par Mme Stéphanie qui nous parle du temps. Oui, mais pas du temps, la température à l'extérieur, là. Non. Elle nous parle des unités de mesure du temps. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite fortement à ouvrir vos oreilles, ouvrir vos yeux, et bien, en passant, j'ai appris que ça, là, ça veut dire hibou en langage des signes. Intéressant, n'est-ce pas? Et lunettes, c'est ça. Bref. On en reparlera, ou peut-être pas, une autre fois. Oui, donc... ne vous inquiétez pas pour ce qui est de la capsule de Mme Stéphanie. Je répète que puisque tout est enregistré, si jamais vous n'avez pas le temps de prendre en note le devoir qu'elle donne à la fin, pas de problème. Vous allez pouvoir écouter la capsule une fois que l'émission va être en ligne. Donc, bonne écoute. Bonjour, bienvenue à la première capsule de Mme Stéphanie. Différentes unités pour mesurer le temps. J'attends quelques secondes. Donc, tu as probablement trouvé, excuse-moi, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois et les années. Il existe différents outils pour mesurer le temps. Une montre, un chronomètre. Le système d'unités de temps n'est pas formé à l'aide d'une base 10. Souviens-toi qu'il faut porter une attention particulière lors de la conversion des unités de mesure de temps. Question vite. On n'a pas de temps à perdre. Il y a combien de jours dans une année?
365? J'entends 366. Il y a des années où, effectivement, il y a 366 jours. Tu te souviens comment ça s'appelle? Une année bissextile. Donc, si on revient à l'année bissextile, ou que 366 jours, et que cette année-là, ou que 366 jours, elle arrive à tous les 4 ans. Pourquoi? Parce que précisément, dans une année, il y a 365 jours, virgule 25. Donc, tu te souviens, si on revient un petit peu aux fractions, encore une fois, donc 25 centièmes, c'est un quart. Donc, à tous les 4 ans, donc, on arrive à un entier. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir 366 jours. Maintenant, les mois. Donc, ça prend combien de mois pour faire une année? Excellent, ça en prend 12. Donc, 12 mois pour faire un an. Maintenant, combien de jours pour faire un mois? 30. Oh, j'entends 31. J'entends 28. 29. Ouf! Donc, on démêle tout ça. Donc, les mois qui ont 31 jours, janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre. Les mois qui ont 30 jours, avril, juin, septembre, novembre. Et le petit mois de février. Donc, parfois il y a 28 jours, parfois il y a 29 jours. Et là, on fait un retour sur l'année bissextile parce que tu te souviens qu'une fois aux 4 ans, on ajoute une année. Donc, une année où il y a 366 jours. Eh bien, c'est au mois de février, une semaine. 7 jours. J'ai besoin de combien de minutes pour faire une heure? 60. J'ai besoin de combien de secondes pour faire une minute? 60 aussi. Et une journée est découpée en 24 heures. On se pratique. Donc, 120 secondes va faire combien de minutes? Trop facile? Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux quand même te démontrer. Tout à l'heure, on s'est dit, il faut faire attention. Les unités de mesure ne sont pas à base 10. Donc, dans mon cas, comme ici, donc j'ai 120 secondes, je veux savoir combien il y a de minutes. Donc, j'ai besoin de combien de secondes pour faire une minute? 60. Donc, je peux utiliser la division pour faire 120 divisé par 60. Donc, 120 secondes divisé par 60 secondes. Et ça va me donner 2 minutes. J'augmente un peu. 300 secondes fait combien de minutes? Donc, 360. On s'est dit tout à l'heure que pour faire une minute, ça prenait 60 secondes. Et mes petits rapides en calcul mental. Donc, 30 divisé par 6, 5. Minutes. Petit défi pour notre prochain cours. Donc, j'ai besoin de combien de minutes pour faire 4 heures? Il y a combien d'heures dans 6 jours? J'ai besoin de combien d'heures pour faire 2 ans? Et dans 6 jours, il y a combien d'heures? Combien de minutes? Et combien de secondes? Et la prochaine fois, je te donne un plus grand défi. Merci!
Wow, excellent, merci beaucoup Stéphanie. Donc là, ok, j'ai entendu, j'ai lu vos commentaires, ça laguait, vraiment il y avait un problème. On est en train de regarder, voir quelle était la situation. De toute façon, vous avez au moins pu entendre. Je vais également pouvoir renvoyer la vidéo si jamais il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Maintenant, alors, ok, ben je vois que la plupart des gens étaient capables quand même de comprendre ce qui se passait. Donc c'est quand même rassurant à ce niveau-là. Donc, génial. Pour la troisième partie du cours d'aujourd'hui, on va parler du 25 mai, de la journée internationale, la journée mondiale, pardonnez-moi, de l'Afrique. Alors là, en ce moment, je réalise qu'il y a vraiment, je pense, un problème avec les documents. Alors ici, je m'excuse, là je pense qu'il y a vraiment un problème avec Internet en ce moment. Parce que là, même mon document Google dans lequel j'avais tout écrit ne semble plus fonctionner. Alors je vais rafraîchir la page. On verra. Puis écoute, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais là, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 mai. C'est donc la journée mondiale de l'Afrique. C'est une journée qui prend en considération l'histoire des pays africains et du continent africain, dans le fond. Et par rapport au colonialisme, par rapport justement à leur libération. Et donc, je vais vous lire quelque chose que j'ai réussi à trouver sur Internet en trouvant des informations un peu partout. Donc, la Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, le OUA, le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée, qui est déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, Idriss Elba, oui, cet acteur incroyable,